se retrouve avec une nouvelle vidéo un peu différente de ce que je fais habituellement puisqu'on va parler livres. Donc en fait c'est une autre de mes passions dans la vie. J'ai un blog de lecture comme vous le savez peut-être et en dehors de la mode, du maquillage et tout ça, j'adore lire depuis que j'ai 7-8 ans à peu près. Et vu que je fais plein de choses différentes sur ma chaîne, j'ai décidé de vous parler de mes livres que j'ai lus en janvier et février. Donc voilà, j'espère que ce genre de vidéo va vous plaire. Moi je pense que ça peut être un type de vidéo intéressant pour toutes celles qui aiment lire et qui ne sont pas forcément férues de fringues ou de cosmétiques et tout ça. Donc voilà. Alors le premier livre que j'ai lu en janvier, il s'agit de Je suis Pilgrim de Terry Hayes. Donc en fait c'est un livre que j'ai commencé en Thaïlande, mais j'ai dû lire 150 pages à peu près. Et voilà, donc je l'ai lu un peu dans l'avion et tout ça. Le truc c'est que quand je suis arrivée en France, donc c'était le 2 janvier, le club Lecture MS, qui est un club fondé par Victoria de la chaîne, enfin du blog plutôt, Mango and Salt, qu'elle a créé. Donc en fait c'est un club qui réunit plein de personnes qui aiment lire et qui sont avides de découvertes, et chaque mois un livre est choisi autour d'un thème et voilà, et on le lit, enfin tous ceux qui le souhaitent. Et en janvier il s'agissait d'un truc à peu près aussi épais que lui. Donc je me suis dit, je fais quoi? Je finis lui en sachant qu'il fait 900 pages et je lis l'autre après qui en fait aussi 800. Donc au risque de finir l'autre peut-être en février, alors que je voulais vraiment le finir en janvier. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis lui en pause. Je me suis bien souvenu à peu près où j'étais et j'ai lu l'autre. Voilà. Alors lui, donc du coup on peut dire que la plupart de ce livre aussi je l'ai lu à peu près vers le 20-22 janvier, vu que je l'ai pile fini le 31 janvier, je me souviens. Alors au début, je vous préviens, c'est un peu long, enfin ça met un moment en fait à installer l'intrigue, mais en fait c'est un homme qui a plusieurs identités, qui est en fait une sorte de agent, ouais c'est un agent, c'est pas un agent secret, mais en fait c'est un gars qui travaille pour la police et qui doit résoudre des affaires importantes. Il a le droit de tuer des gens si nécessaire et tout. Et en fait il va être envoyé sur une affaire d'une... comment dire, j'ai vraiment pas envie de vous en dire trop parce que je peux vous spoiler de ouf. Mais en fait il y a plein d'affaires qui se passent dans ce livre-ci, mais en fait elles sont toutes reliées. Et en gros ça parle du djihad, donc c'est très actuel. Ça parle d'un jeune homme qui a vu son père se faire pendre sur la place publique en Arabie Saoudite. Il a été choqué par cette image et en fait pour se venger du gouvernement arabe, ce qui est très bizarre, il a une solution très bizarre qui est de tuer les occidentaux. Ce qui est bizarre parce que c'est pas les occidentaux qui ont tué son père. C'est là je trouve qu'il y a un problème au niveau de la logique du schmilblick. Il devrait en vouloir au gouvernement arabe et pourtant il va vouloir éliminer les occidentaux en créant une sorte de vaccin qui va les tuer en fait. Donc il va tester ça sur 3 personnes qui vont mourir. Donc il va se dire, ah c'est concluant, c'est super, je vais contaminer tout le reste. Donc il va créer ce vaccin là en plein de quantités énormes. Il va vouloir l'acheminer jusqu'aux États-Unis. En même temps il y a Scott, là le gars qui est le pseudo agent truc là, qui va devoir l'arrêter parce que c'est quand même super grave en fait. Il menace de tuer toute l'humanité. Donc voilà, mais c'est relié d'une façon assez brillante. C'est très bien écrit. Au début c'est un peu long, mais après on s'y laisse vraiment prendre. C'est super. Et je vous mettrai mon article que j'ai rédigé sur ce livre en barre d'infos pour avoir plus de détails. Mais lui je l'ai vraiment beaucoup aimé. Mais j'étais quand même contente de le finir et de passer un peu à autre chose. Vu que
Mine de rien, c'est quand même une lecture assez difficile dans le sens où bah, c'est assez actuel. C'est un mec qui a fait des entraînements de djihad, qui veut tuer les occidentaux, qui a une haine en fait de tout ce qui est différent de sa culture et de sa religion. C'est hyper actuel, mais c'est assez dur psychologiquement. Mais c'est un très très bon livre, ce qui s'appelle un roman d'espionnage, voilà. Le second livre, je ne peux pas vous le montrer puisque je l'ai prêté à une amie. Il s'agit du livre choisi par le club lecture en janvier, c'est-à-dire L'île mystérieuse de Jules Verne. Donc je vous insérerai un visuel ici. J'ai une édition avec une couverture rouge, il est super beau. Alors Jules Verne, je vous avoue que j'avais un gros a priori. Parce que tous les auteurs classiques du genre Zola, Flaubert, Stendhal, Verne, Hugo et tout, moi ça me fait un peu peur dans le sens où souvent ce sont des histoires assez écrites genre au 19e ou au 20e siècle et du coup qui racontent une réalité assez ancienne, antérieure à la nôtre et avec laquelle j'ai un peu du mal à accrocher vu que c'est un style d'écriture assez vieillot, bien que assez classique, mais du coup faut bien se concentrer vraiment sur le truc. Ça raconte des histoires qui auraient un peu difficilement à notre époque. Donc du coup c'est pour ça que souvent ça me gave en fait. J'ai plusieurs Zola dans ma bibliothèque, mais j'en ai pas lu un seul. J'ai commencé Le Rouge et le Noir, je l'ai jamais fini. Hugo, je crois que j'en ai jamais lu. Enfin bon, autant j'adore lire, autant les classiques, je vous avoue que je suis un peu nulle. Donc je me suis dit, je vais quand même essayer, hein. De toute façon, c'est le but de ce club, diversifier notre répertoire, si on peut dire. Et vu que je suis le genre de personne qui adore découvrir plein de trucs et qui a des styles, qui a des goûts au niveau des livres très différents, je me suis dit, go, on va essayer. De toute façon, je n'ai rien à perdre, donc je l'ai acheté. Et finalement, c'est une très grosse surprise, mais en bien, puisque j'ai adoré. Donc en fait c'est un classique au même titre que Le Tour du Monde en 80 jours ou 1000 lieues sous les mers, que j'ai acheté à la suite de L'île mystérieuse, vu que je me suis dit j'en ai lu un et je l'ai adoré, je vais en essayer d'autres. Donc ce livre en fait je l'ai adoré parce qu'en fait je trouve que c'est une histoire qui pourrait très bien arriver à notre époque et qui pourrait très bien avoir été écrite par un auteur contemporain. Et ça c'est important de le préciser puisque je trouve que c'est une histoire qui ne fait pas du tout, je sais pas moi, vieillotte et impossible à réaliser à notre époque en fait. Vu qu'en fait c'est l'histoire de 5 de 5 hommes américains pendant la guerre de sécession américaine, donc qui a eu lieu de 1861 à 1865, où Lincoln, dans le nord des États-Unis, a essayé d'abolir l'esclavage, mais où les confédérés au sud refusaient vu que c'était des États esclavagistes, et donc il y a eu une scission entre les deux, et du coup ils n'étaient pas d'accord, et donc ce roman intervient à cette époque où il y a 5 hommes qui sont pris dans cette guerre. Là, ils sont emprisonnés ou un truc du style. Et il y en a un qui s'appelle Cyrus Smith, qui est ingénieur en fait, qui va inventer une sorte de ballon pour s'échapper de cet endroit et aller ailleurs. Et il y a 4 autres personnes avec lui qui vont venir sur ce ballon-là. Et en fait, tous les 5, ils vont dériver dans l'air et ils vont arriver jusqu'à une île qui en fait était inconnue de tous. Je crois qu'il leur reste 5 jours sur ce truc-là. Ils échouent sur une île et là, ils doivent apprendre à se gérer seuls vu que c'est une île inhabitée qui est inconnue de tous. Et là, ils vont devoir apprendre à survivre, mais il va se passer des trucs un peu bizarres, comme ils vont être aidés d'une certaine façon par une présence ou un homme ou quelqu'un, dont ils vont découvrir l'identité plus tard. Mais c'est vraiment super bien. On voit vraiment de la façon dont ils réussissent à se débrouiller, c'est assez brillant,
vu qu'en fait ils sont 5 personnes différentes avec des qualités différentes. On a un inventeur, un journaliste, un esclave, enfin un ancien esclave qui s'appelle Nab et qui est l'ancien esclave de Cyrus Smith, mais vu que lui, enfin il a affranchi son esclave, donc c'est un homme comme tout le monde. On a un marin et on a, j'ai oublié, il y a un chien, mais on a un autre, je sais plus trop. Mais vraiment, c'est super bien, il va se passer vraiment plein de choses, ils vont découvrir une autre île suite à un message qu'ils vont recevoir sur leur île d'une personne vivant ailleurs en fait. Il va se passer vraiment plein de choses, on est vraiment happé par leur histoire et par leur instinct de survie et de débrouille. C'est vraiment assez brillant. Ils vont réussir à créer une civilisation sur cette île, aussi bien voire mieux que où ils habitaient avant. Et ouais, franchement, gros pouce en l'air pour ce livre. Ensuite, dans l'ordre, j'ai lu Ne le dis à personne au tout début février, je l'ai lu en 3 jours. Alors lui, je l'ai vu sur le blog de Victorien, encore une fois, qui est un de ses livres préférés. Et moi, j'ai réussi à le trouver dans la bibliothèque de ma mère, parmi tout son bazar. Et il était dans un état... voilà, c'est pas un état super, mais bon, on s'en fiche. Et j'ai beaucoup aimé également. Je vous laisserai mon article en barre d'infos, vu que j'ai pas envie de vous en dire trop. Mais en gros, c'est un homme qui s'appelle Beck, qui est médecin généraliste. Ça se passe 8 ans plus tard, après que sa femme Elisabeth se soit fait enlever et était morte. Le truc c'est que 8 ans plus tard il reçoit une vidéo de Elisabeth et justement qui lui dit qu'elle est vivante et qu'elle veut le rencontrer. What the fuck? Donc là il est en mode complètement bouleversé, je pense que ça peut se comprendre. Et il va se passer plein de trucs mais je vais pas vous en dire plus parce que sinon je vais vous spoiler vu qu'il s'agit d'un thriller. Mais si vous voulez, je vous laisserai mon article en barre d'infos, bien que je révèle quand même quelques trucs, mais sans trop en dire. C'est ce qui est difficile quand je rédige des articles, en plus, c'est qu'il ne faut pas trop en dire, sinon il n'y a plus aucun intérêt. Mais c'est un livre vraiment sympa, c'est le premier de Harlan Coben que je lis. J'en ai un autre, et voilà. Et je pense aussi acheter Une chance de trop, vu que j'avais vu la série et que j'avais adoré. Donc voilà, donc je vous le conseille vraiment, c'est vraiment facile à lire. Honnêtement, c'est une lecture qui se fait très rapidement. Déjà c'est écrit gros, c'est pas très épais, on est vite emporté par l'histoire et c'est vraiment super lecture. Ensuite, dans l'ordre, j'avais lu Phobos, le tome 2. Donc je vous avais parlé du tome 1 sur mon blog. Lui, je n'en ai pas fait un article puisqu'il s'agit du 2. Donc si je vous fais un article du 2, ça veut dire que je vous spoil complètement le 1. Donc il n'y a aucun intérêt. Mais il est vraiment super, donc c'est la suite de Phobos 1. Donc je vous fais un speech du Phobos 1 sans vous en dire énormément sur ça. Sinon je vous spoil le 1, c'est nul. Donc en fait dans le 1, il s'agit de 6 filles âgées de 17 à 19 ans qui sont orphelines en fait, et 6 mecs exactement dans le même cas qui vont être embrigadés dans un vaisseau spatial où là ils vont avoir 6 minutes toutes les semaines pour rencontrer un de leurs pour rencontrer une personne du sexe opposé. Donc l'héroïne principale, elle s'appelle Léonore, elle a 18 ans, elle est française. Donc en fait ils sont de 12 nationalités différentes vu qu'ils sont 6 et 6. Donc elle est française, elle va rencontrer discuter 6 minutes plusieurs fois avec plusieurs garçons. Et le but étant qu'ils sont filmés, qu'il s'agit d'une télé-réalité version espace et version bizarre et version je fais des milliards de téléspectateurs et c'est trop bien. Donc ça va être transmis dans le monde entier. Donc voilà, et le but étant qu'ils se reproduisent et qu'ils soient les premiers colons sur Mars, vu qu'en fait le vaisseau spatial va sur Mars. Sauf qu'en fait il va se passer des problèmes, on va se rendre compte. Donc en fait il y a plusieurs focalisations dans le truc. Il y a souvent Léonore qui parle,
Attendez, je regarde si à la première ou à la troisième personne. Oui, c'est à la première personne. Sauf qu'aussi, on va se focaliser sur les gens du programme Genesis qui ont créé ce programme de télé-réalité version ado et tout. Et on va se rendre compte qu'il va y avoir un problème en fait dans le vaisseau spatial. Et je vais pas vous en dire plus, mais Léonore va découvrir quelque chose d'énorme qu'elle va partager aux autres et qui menace leur vie en plus. En plus, elle a appris ça grâce à un téléphone qui lui a été remis juste avant son embarquement au sein du vaisseau spatial par un travailleur sur le programme Genesis, mais qui après a été tué pour le faire taire justement. Donc elle va découvrir quelque chose d'énorme et là c'est la suite donc sur Mars. Et il va se passer également plein de trucs. Mais honnêtement, j'adore cette saga. Lui, je l'ai lu en 3 jours. Ça se lit vite. Bon, c'est quand même assez épais, hein. Ça fait 480 pages, mais bon, c'est de la littérature ado. Mais honnêtement, ce n'est pas du tout gnangnan. Je trouve que c'est vraiment assez futuriste. Et au cinéma, selon moi, ce serait un carton. Donc du style Hunger Games, Twilight, Divergente, Le Labyrinthe et compagnie. C'est énorme comme idée de scénario, je trouve, autant en livre que en film. Je trouve ça brillant, c'est super original, c'est bien écrit, les personnages sont attachants, c'est trop cool, j'adore, voilà. Mais je précise que des livres ados, j'en lis quand même assez rarement, mais ça, franchement, et même un adulte pourrait le lire sans aucun problème. Voilà, ensuite, dans l'ordre, alors, un livre qui m'a beaucoup déçue. Autant les autres que je vous ai présentés avant, je les ai adorés. Honnêtement, sans me vanter, je choisis plutôt bien mes livres quand je les achète. Donc je regarde la couverture avec le titre et le résumé. Et souvent, je choisis bien. Et là, non. Donc en fait, le résumé, c'est une petite fille qui s'appelle Lydia qui a 11 ans. Ça se passe en juillet 1940. Elle est dans le Suffolk et en fait, elle traverse son village natal pour retrouver sa famille dans son ancienne maison, sauf qu'on est en pleine guerre. Ses parents ne sont plus là lorsqu'elle rentre chez elle, donc elle est paniquée. En même temps, elle a que 11 ans, ça peut se comprendre. Et donc elle va rester dans sa chambre, elle va se rappeler plein de souvenirs de un peu plus tôt dans sa vie. On va apprendre qu'elle a un frère, qui a eu un garçon qui a été accueilli par sa famille et tout ça. Et un soir, il va y avoir un soldat qui va débarquer dans sa maison. Donc au début elle se terre vu qu'elle a super peur de lui, il a une arme et tout. Et puis petit à petit ils vont se parler, elle va apprendre qu'il est allemand. Il y a aussi une focalisation sur lui avec son passé, on va apprendre pourquoi il est là, comment il sait qu'elle s'appelle Lydia, comment il a trouvé la maison de Lydia, des trucs comme ça, mais honnêtement c'est pas super intéressant quoi. En fait, il y a énormément de flashbacks. En fait, vous voyez, je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est divisé pas mal en des paragraphes plus ou moins longs. Donc là, il y a un paragraphe, un paragraphe. Là, il y a un paragraphe, un paragraphe. Et souvent, d'un paragraphe à un autre, on passe du présent au passé. Donc souvent, on est à peine préparé, on retourne dans leur pensée, dans leur vie d'antan. Et honnêtement, c'est un peu chiant ce truc tout le temps quoi. Et honnêtement il se passe pas grand chose. Lydia, j'arrive pas trop à avoir de l'empathie pour elle. Le soldat, moyen non plus. Ça se passe que sur 5 jours en fait, l'histoire entière. Mais honnêtement je suis très déçue, d'autant qu'il coûte 15 €, que je pensais vraiment que ça allait être bien et qu'au final on s'ennuie. Donc je vous laisserai exactement ce que j'ai mis dans mon article en barre d'infos, mais c'est à peu près ce que j'ai dit quoi. Voilà. Ensuite, juste après, j'ai lu Misery de Stephen King, vu que après ça, j'avais envie de lire un Stephen King. Vu que j'en ai plein, je dois en avoir une vingtaine. J'en ai lu bien les 3/4. Et Misery, je ne l'avais toujours pas lu. Donc il y a un film qui existe, qui est bien, que j'ai regardé juste après, qui retrace à peu près l'histoire, qui est bien fait. Donc si vous avez envie de le voir, n'hésitez pas. Mais en gros, c'est un écrivain du nom de Paul Sheldon qui va être kidnappé par une sorte de folle
une infirmière à la retraite. Donc en fait, il neigeait énormément. Lui, il a eu un accident de voiture. Elle, c'est une de ses plus grandes admiratrices. Donc elle va le sortir de la voiture pour le soigner. Sauf qu'en fait, au lieu de le soigner, elle va le séquestrer, très clairement. Elle va le forcer à écrire la suite d'une série que lui a écrite, qui s'appelait Misery, justement. Sauf qu'à la fin du tome 3, il fait mourir son héroïne pour passer à autre chose, vu qu'il en a marre. Mais elle est furieuse après avoir découvert ça. Donc elle va le forcer à écrire une suite, mais elle est complètement... Voilà. Mais c'est vraiment super bien. Lui, il va tout faire pour sortir à l'extérieur. Elle va lui faire des sévices. C'est dégueu. Et honnêtement, le livre est plus trash que le film, puisque dans le film, elle lui casse les pieds. Enfin, casse les pieds vraiment, quoi, à la forme, en mode je prends une pierre et je te frappe dessus. Sauf que dans le livre, elle lui coupe le pied. Voilà, c'est fort réjouissant. Donc au début, je croyais que ce serait pas trop violent et hard, comme on en a l'habitude avec King. Et puis en fait, un peu, si, quand même. Ouais, honnêtement, le livre est bien plus trash que le film, où je trouve il y a des passages qui ont été assez édulcorés dans le film, voire transformés, voire enlevés ou rajoutés. Mais il va tout faire pour sortir, donc il va écrire l'histoire qu'elle veut. Au final, je vais pas vous dire ce qui se passe, ce sera nul, mais il se bat pour sortir. Il va réussir plusieurs fois à aller dans sa maison à elle en sortant de la chambre dans laquelle il est séquestré. Elle va s'en rendre compte, mais elle est complètement folle. Mais c'est un super Stephen King, voilà. Ensuite, j'ai lu, alors grosse déception, et là on va me jeter les cailloux dans la figure. Je l'ai déjà dit sur le club lecture MS, justement, le meilleur des mondes de Aldous Huxley. Déjà, c'est quoi ce blaze? Qui s'appelle comme ça, honnêtement, Aldous Huxley, ok. Donc, apparemment, c'est un best-seller dans le monde entier. Pourquoi? Alors, il y a une bonne idée d'écriture, je trouve. Effectivement, donc en fait, c'est un roman précurseur dans la dioptrie, qui est en fait un roman soi-disant présentant une autre réalité, mais en fait où ça va se transformer en cauchemar. En gros, dans ce livre-ci, on est en l'an je sais plus combien, donc ce n'est plus par rapport à Jésus-Christ, donc mais c'est par rapport à je sais plus quoi. Enfin, vous voyez que ça m'a fortement marqué, ce livre. Je me souviens de rien. Mais en gros, les bébés ne sont plus faits par la fornication entre un homme et une femme, mais ils sont faits dans des tubes à essai, type PMA, mais à une échelle vraiment énorme, vu que tous les bébés sont faits de cette façon-là, et certains vont être considérés comme étant mieux que les autres, vu qu'il y a différentes castes dans cette société, les alpha, delta, gamma, bêta et les epsilon. Donc en gros, il y a ceux qui vont être doués de sens intelligents, qui vont faire des métiers plus valorisants que les autres, et les plus bas, genre les gamma, epsilon et tout, étant vraiment les déchets de la société. Et donc en fait, à partir de ce principe-là, je trouve ça intéressant. Ça m'a rappelé 1984 de George Orwell, mais honnêtement, je trouve que ce livre part dans tous les sens. Le style d'écriture est super étrange, et on se focalise sur des choses qui ne sont pas forcément nécessaires à mon sens. C'est-à-dire qu'on va se concentrer sur une employée de ce centre d'incubation qui s'appelle Lénina, qui est un peu différente des autres femmes, puisque le standard dans cette société-ci, c'est d'avoir plein de relations sexuelles avec tout le monde, c'est open bar, tout va bien. En fait, si on est en couple avec quelqu'un, c'est hyper suspect, c'est considéré comme hyper bizarre. Voilà.
les relations sociales sont hyper importantes et si on aime bien la solitude et tout, on est considéré comme un paria en gros. Et cette Lénina, elle sort plus ou moins avec un gars qui s'appelle Bernard Marx, qui est un alpha, donc qui fait partie de la plus grande caste, sauf qu'il aime bien la solitude. Il a un problème avec le soma, donc en fait le soma c'est une sorte de pilule dont se servent quasiment tous les gens de cette société-ci quand on a un petit coup de stress ou un petit problème pour oublier ce problème. En fait c'est une sorte de drogue. Et ce qu'il y a d'incroyable avec cet auteur et qu'on ne peut pas lui enlever, c'est qu'à l'époque où il a écrit ce livre, c'était en 1930, et donc il a créé en fait une sorte de précurseur de antidépresseur. Voilà, donc ça effectivement c'est important dans ce sens-là, vu que c'est la création de l'antidépresseur, mais d'une façon un peu différente de ce qu'il est en ce moment. Et lui, il est plutôt petit et tout ça, alors que les alphas sont censés être grands, bien bâtis et tout ça. Donc au sein de sa caste, il est un peu considéré comme le loup blanc. Voilà, mais honnêtement, il se passe pas grand chose. Il va me l'amener en voyage dans une sorte de camp de sauvages, que sont les Epsilon et tout, qui eux ont des relations sexuelles entre eux et procréent des enfants tels qu'on le connaît à notre époque. Mais honnêtement, je me suis arrêtée au milieu parce que ça me saoulait. Le style d'écriture, ça passait d'un truc à un autre. Ça se focalisait sur des trucs bizarres, c'est écrit, ouais. Franchement, j'ai pas du tout été emballée par cette lecture, bien que je trouve que l'idée, et je vais tout de même nuancer, l'idée est tout de même très bonne. Elle aurait pu, selon moi, être mieux approfondie et mieux expliquée. Mais la première partie du roman, j'ai bien aimé. Mais voilà. Et le dernier roman que j'ai lu en février, il s'agit de L'Héritage. Alors, L'Héritage, c'est le second roman du club lecture. Donc, au mois de février, les livres présélectionnés pour être la lecture du mois, vu qu'il y en a 5 chaque mois et qu'à la fin il en reste un seul après qu'il y ait eu un vote, se focalisait sur les secrets de famille et tout ça. Donc cette histoire se passe en Angleterre. C'est l'histoire de deux sœurs qui s'appellent Erika et Beth. Donc elles ont la trentaine à peu près. On le devine bien que ça ne le soit pas dit clairement. Elles héritent en fait du manoir de leur grand-mère, c'est ça. Meredith, qui était une sorte de bourgeoise assez acariâtre, assez froide et tout, avec qui elle n'avait pas énormément de liens, mais qu'elle voyait chaque été en allant dans cette propriété. Donc elles ont eu énormément de souvenirs d'enfance avec leur cousin, avec un ami qui s'appelait Ginny, et leur cousin qui s'appelait Henry, sauf que leur cousin est mort ou a disparu lorsqu'elles étaient enfants et elles ne sont plus jamais retournées dans cette propriété. Donc elles n'ont plus revu leur amie d'enfance qui était Ginny, voilà. Et en fait, le problème c'est que pour être propriétaire de cette propriété, elles vont devoir y habiter plusieurs semaines ou plusieurs mois. En fait, c'est écrit dans le testament, sauf que Erika, elle est ok et tout, donc elle c'est une professeure qui fait des remplacements, des trucs comme ça. Et Beth, c'est sa sœur aînée, mais qui est dépressive, honnêtement, on va dire les choses comme elles le sont, vu qu'elle ne s'est jamais remise de la disparition de leur cousin Henry lorsqu'elles étaient enfants, puisque Beth se rendait bien compte de ce qui s'était passé, à la différence de Erika qui était trop jeune, qui avait que 8 ans, et Beth en avait 12 ou 13. Et en fait, on va apprendre par la suite que Beth est persuadée que c'est de sa faute si Henry a disparu ou même est mort. Donc elle va porter ce poids pendant plus de 15 ans. Elle va tout de même avoir, non, mais plus, pendant plus de 23 ans je crois. Elle va avoir un fils qui s'appelle Eddie, qui est présent dans le roman qu'on va voir plusieurs fois. Et donc voilà, donc en fait un chapitre sur 2 on parle d'elle, et un chapitre sur 2 on va se focaliser sur leur arrière-grand-mère qui s'appelle Caroline.
qui était américaine et qui en fait a eu une vie avant d'arriver en Angleterre assez tragique, puisqu'à 18 ans elle va s'éprendre d'un jeune homme qui s'appelle Corinne. Elle va habiter en Arizona ou en Oklahoma, Arizona je crois, avec lui. Elle qui est de New York, donc la transition va être assez difficile pour elle, mais elle va s'habituer plus ou moins à cette forme de vie là. Elle va essayer d'avoir un enfant avec Corinne mais ne va pas y arriver. Aussi on découvre le quotidien des Indiens à cette époque, donc c'est 1900, alors attendez, l'histoire je crois que ça commence en 1901 jusqu'à 1905. Donc les Indiens vivent encore un peu entre eux, enfin les minorités qu'il reste après avoir tous été éradiqués pour la plupart, à la fin du XVIIIe siècle. Mais en gros, elle va faire la rencontre d'Indiens qui sont leurs voisins, mais elle va croire que c'est des sauvages, enfin vous savez les a priori à l'époque, hein. Elle a peur de la personne différente de nous et tout ça. Et elle va faire quelque chose d'assez énorme que je ne vais pas vous dire, sinon ça ne servirait à rien de lire ce livre. Mais le tout début du livre commence par le fait qu'elle a un bébé dans les bras et qu'elle va l'abandonner. Et ça c'est en 1905. Et en fait après on va faire un flashback de 1901 à 1905 pour comprendre pourquoi elle a eu cet enfant et pourquoi elle l'a laissé. Voilà. Mais c'est un acte dont elle va s'en vouloir toute sa vie et qui va avoir des répercussions sur ses arrière-petites-filles Erika et Beth, vu que tout est lié. Encore une fois, c'est comme ça, tout est lié, mais je ne vais vraiment pas vous en dire plus, ce serait vraiment dommage. Mais je l'ai à peu près deviné, vers la fin, mais je trouve que c'est très bien trouvé. Moi j'ai adoré ce livre, en plus... J'aime énormément les livres qui parlent de secrets, de familles qu'il faut découvrir et tout, de mystères, de flashbacks. Ça ne me dérange pas plus que ça quand c'est bien fait. Et là, en l'occurrence, voir son histoire antérieure à Caroline pour comprendre pourquoi elle en est arrivée ici, c'est hyper intéressant. Et moi, j'ai adoré ce livre. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, voilà, la vidéo est terminée. Elle va durer déjà assez longtemps comme ça. Tous mes articles sur tous les livres que je vous ai présentés seront en barre d'infos puisque j'ai fait des articles sur tous. Voilà. Donc, vous avez pu voir que parmi tous ceux que j'ai lus, donc il y en a 2, 4, 6, il y en a 8. J'ai eu que 2 déceptions, ces deux-là. Voilà, mais bon, ça arrive, j'ai envie de vous dire, c'est quand même une proportionnalité assez faible comparé à tous les livres que j'ai pu lire, vu que de tous ceux que j'ai lus et de tous ceux que j'ai dans ma bibliothèque, à peu près plus de 250-300, je dirais que j'en ai une dizaine où j'ai vraiment pas adhéré, donc bon, ça va quoi. Donc voilà, écoutez, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner, vu que je fais une vidéo chaque semaine et que je compte bien refaire des vidéos avec des livres. Et au début du mois d'avril ou mi-avril ou mai, je sais pas trop quand, je vous referai ce genre de vidéo, vu que je lis pas mal et que j'adore ça, puis ça peut vous permettre de découvrir plein de livres différents, de nature différente, si vous aimez bien lire ou vous donner envie de lire, vu que c'est quand même hyper important, je trouve. Voilà, je vais me taire et je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Salut à tous!